Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence débat consacrée à la confiance dans le cadre de la journée de l'Observatoire des pratiques pédagogiques, les JOP, cette année particulière en ligne. Donc très heureux de vous accueillir. Je m'appelle Jean-Charles Caillet, je suis directeur d'Hémisphère Design School et vice-président chargé de l'innovation à l'Université catholique de Lille pour une conférence débat organisée avec Neila Tabli et Evelyne Carafini de BPI France, dans laquelle nous avons le plaisir d'accueillir 4 intervenantes que je vais vous présenter. Dans un premier temps, donc, elles nous feront signe Caroline Sost, qui est fondatrice de Living School, une école maternelle et primaire bilingue à Paris, qui applique une pédagogie qui est centrée sur le savoir-être de l'enfant et dont elle va nous parler très certainement. Deuxième intervenante, Christelle Rage, qui est professeure d'économie-gestion et d'espagnol, ainsi que formatrice académique sur l'Académie de Versailles. Puis Manal Radouane, fondatrice de Manal Paris, une maison de joaillerie éthique et écologique. Et enfin, Lisa Lahi, doctorante en neuropsychologie à l'Université du Luxembourg. Donc, vous allez voir cette conférence suivie d'une table ronde très dynamique, pendant laquelle je vous invite à poser vos questions ou vos réactions dans le chat qui est à votre disposition et pour lequel Neila et Evelyne dans lequel Neila et Evelyne pourront piocher un peu certaines réactions et les partager avec nous. Voilà, on essaiera d'y répondre pendant le temps qui nous est imparti. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer par écouter un peu et même beaucoup d'ailleurs, le témoignage de Caroline Sost, une thématique un peu que j'ai résumée sous le titre Être pleinement conscient de son potentiel de création. Alors, est-ce vital ou pas pour avoir confiance en soi si l'on veut entreprendre? Caroline, c'est à vous, on vous écoute. Merci. Alors, bonjour à tous. Je vais essayer de retrouver, voilà, ma présentation. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je suis Caroline Sost. Je suis la fondatrice d'une école qui s'appelle Living School, qui est une école éco-citoyenne du 19e arrondissement à Paris, qui accueille une centaine d'élèves de la maternelle au collège. On a ouvert le collège cette année, qui existe depuis 13 ans. Et la raison d'être de Living School, c'est de permettre l'émergence de citoyens épanouis, responsables, qui contribuent à un monde meilleur par l'éducation et la formation. Et j'insiste sur la formation puisqu'on est du coup aussi une école pour les adultes qui forme au savoir-être, à l'éco-citoyenneté, majoritairement d'ailleurs des enseignants du public, puisqu'ils partagent et ils sont très nombreux à partager ce souhait d'apporter vraiment du bien-être à leurs élèves et d'apporter du sens au travers de l'éco-citoyenneté. La confiance, je trouve que oui, c'est un essentiel si on veut entreprendre et si on veut permettre aux jeunes d'avoir l'élan d'entreprendre. Et ça me parle énormément puisqu'il m'a fallu aussi de la confiance en moi pour me lancer dans la création de Living School en 2007. Mais ça a démarré pour moi d'abord au début des années 2000, où j'étais dans le monde des entreprises, donc rien à voir avec l'éducation, et où je me posais déjà la question du sens. Et j'ai eu la chance de suivre une formation longue au leadership éthique qui m'a énormément apporté et sur laquelle j'ai ensuite, sur les principes du leadership éthique, j'ai pu créer Living School. Et dans cette formation, j'ai eu deux prises de conscience majeures. Une première qui est une prise de conscience sur l'état du monde, à la fois l'état du point de vue de l'environnement, l'état du point de vue aussi des inégalités dans nos pays et entre les pays. Et je vous ai mis la une du Monde du 24 novembre 2007 qui relayait l'alerte de 15 000 scientifiques qui disait bientôt il sera trop tard, sauvons la planète. En réalité, c'est plutôt sauvons l'humanité parce que je pense que la planète nous survivra, mais ce serait quand même dommage de louper cette aventure formidable de l'humanité. Et donc, je trouve que plus on peut entreprendre pour donner du sens et pour répondre aux enjeux réels du monde, mieux c'est. Et puis, j'ai eu une deuxième prise de conscience majeure, c'est celle que j'avais du potentiel. Et je dois dire que j'étais un peu triste et frustrée d'avoir attendu d'avoir 25 ans pour prendre conscience que j'avais du potentiel et que nous avons tous du potentiel. Et donc, c'est ce que dit le leadership éthique, c'est que nous avons tous, enfants comme adultes, un potentiel de création, d'imagination, de vision qui est
quasiment infini. On peut prendre conscience, se réorienter, c'est quasiment infini. Et ça, moi, je peux vous dire, je l'expérimente au quotidien depuis 13 ans, y compris avec des enfants en situation de handicap, où on voit que ce potentiel d'évolution, il est infini. Et donc, c'était une telle prise de conscience que c'est là-dessus que j'ai voulu créer Living School, une école où à la fois on met le regard pleinement sur le plein potentiel des enfants et à la fois on leur permet de changer le monde concrètement en menant des projets qu'ils ont appelés eux-mêmes des projets pour la planète. Donc ce sont des enfants entrepreneurs qui conduisent des projets pour la planète comme reforester, replanter des arbres en vrai ou ailleurs dans le monde en aidant à la reforestation, aider le monsieur SDF du quartier, ou alors parrainer des espèces en voie de disparition. Et ils font leurs apprentissages, apprendre, écrire, lire, compter, le plus possible en lien avec ces projets porteurs de sens. Alors pour nous, à Living School, on sait que pour entreprendre, la confiance, c'est un essentiel. Et on la voit à 3 niveaux, la confiance. On voit la confiance en soi, donc avoir une bonne image de soi, avoir conscience de son potentiel de création, c'est un essentiel. Avoir confiance dans les autres aussi, pouvoir les voir aussi dans leur potentiel, pouvoir collaborer, coopérer avec eux plutôt que se méfier d'eux, être en compétition avec eux. Et puis, un troisième aspect qui me semble essentiel, surtout par les temps qui courent, c'est avoir confiance dans la vie, avoir confiance dans l'avenir et être capable d'avoir des visions pour l'avenir qui soient porteuses et qui donnent envie d'aller vers un futur souhaitable pour l'humanité. Maintenant, ce que je vois dans ces 3 niveaux de conscience, c'est que la confiance en soi, c'est quand même la source, c'est quand même le cœur du réacteur. Là, je vous ai mis la goutte d'eau qui fait des ronds dans l'eau. Parce que si j'ai confiance en moi, c'est évident que j'aurais plutôt tendance à voir les autres dans leur potentiel, à moins les juger, à moins les condamner, les critiquer, à moins voir leurs défauts. Et donc, j'aurais plus de facilité à collaborer. Et si j'ai confiance en moi, j'ai plus naturellement une vision positive pour le monde. Donc, je voulais focaliser spécialement sur la confiance en soi dans la mesure où elle me paraissait davantage clé. Et donc, sur la confiance en soi, je vous ai parlé du potentiel. À Living School, évidemment, quand un enfant de maternelle arrive chez nous, on ne va pas lui dire tu as un immense potentiel, sinon il va nous regarder avec des yeux comme des soucoupes. On va lui dire tu as un grand trésor à l'intérieur de toi. Et je peux vous dire que tous ces enfants qu'on a accueillis après année résonnent énormément à cette réalité qu'ils ont du potentiel. Et, et c'est pas abstrait le potentiel. Souvent les gens, les adultes notamment, trouvent ça un peu abstrait comme notion. En réalité, c'est pas du tout abstrait. Je vous donne un exemple des parents qui viennent inscrire une enfant chez nous et qui vont me dire mais notre enfant elle est timide. En réalité, et ils vont l'apprendre avec nous, leur enfant n'est pas timide par nature. C'est pas qui elle est au fond, au fond, au fond. Par contre, elle manifeste une timidité qui est souvent d'ailleurs un résultat de conditionnement, d'environnement, et elle va pouvoir, vraiment, si elle en a envie, puisque le moteur, c'est quand même l'envie, elle va pouvoir dépasser cette timidité et généralement, en fin d'année chez nous, ça va être une enfant qui va, oser prendre la parole, prendre sa place dans le groupe, et qui n'aura pas un comportement timide. Donc on le voit, le potentiel, c'est des capacités qu'on manifeste déjà, des qualités qu'on manifeste déjà et puis d'autres qu'on peut être en mesure de manifester pour peu qu'on en ait envie et qui sont là en friche et qui n'attendent que de se révéler. Et puis à l'école, à Living School, on sait tous aussi qu'on a aussi un potentiel frustré, contrarié, que les enfants ont appelé, je trouve fort justement, leur crocodile. En fait, en psychologie, on pourrait dire que c'est l'ego négatif. Donc nous avons un crocodile, nous avons tous un crocodile, c'est pas une grande nouvelle, mais la grande nouvelle, c'est surtout que nous avons tous un grand trésor, nous avons tous un potentiel. Et le secret que je voulais vraiment vous livrer ce matin, parce que je le trouvais essentiel pour entreprendre, c'est de ne pas faire d'erreur d'identité. Autrement dit, c'est de savoir que nous sommes notre plein potentiel, celui que nous révélons déjà, celui qui n'attend que de se révéler, ça c'est nous, et nous avons un ego. Et franchement, ça fait autre chose de savoir qu'on a un ego plutôt qu'on est un ego. On a un crocodile et on peut tous apprendre à le gérer, à le faire diminuer pour peu que nous en ayons envie. Petit message sur le potentiel. D'ailleurs, le potentiel, il est global. C'est pas que la tête. C'est-à-dire que en France, on a beaucoup l'habitude de focaliser sur la tête. Le potentiel, il est global. On a un corps, on a un cœur, on a une tête aussi, mais on a la créativité aussi. Et tout ça, ça nécessite pleinement d'être développé pour entreprendre de façon harmonieuse. Je pense que l'hypertrophie de la tête n'a pas fait beaucoup de bien à notre société aujourd'hui. Et
Et donc, quelques leviers justement pour cultiver ce plein potentiel de création chez nous-mêmes et puis chez les jeunes qui croisent notre chemin et pour entreprendre, ben, le non-jugement d'abord. Donc, ce que j'appelle le jugement, c'est le jugement de valeur, la critique négative, la condamnation. Donc, de ne pas juger, condamner les autres. Et puis, ne pas se juger soi, ne pas se condamner soi, parce que souvent, on est très critique à l'égard de soi-même et c'est pas évident. Et quelquefois, le non-jugement est assimilé à quelque chose d'un peu bisounours et j'insiste énormément là-dessus. Le non-jugement, c'est pas les bisounours, ça permet complètement de faire un constat objectif, ça n'empêche absolument pas de discerner. Et là, je vous ai donné un exemple. Si je me condamne, si je me juge, je peux dire de moi: «Je suis nulle en maths». Mais si je vois mon plein potentiel, je peux dire, en étant tout à fait juste et dans la réalité, jusqu'à maintenant, j'ai de grosses difficultés en maths et si j'en ai envie, je peux bien sûr progresser. Donc c'est ça, c'est passer de ce regard qui condamne, qui juge et qui peut être rapide comme l'éclair, à un regard qui voit les potentialités, qui voit la possibilité d'évolution. Et puis, un deuxième, bah, évidemment, ça demande qu'on change notre posture. Et ça, en France, je trouve que nous avons tous globalement à faire de gros progrès dans toute la société, dans les entreprises, dans les écoles pour passer du regard qui est sur peut mieux faire, sur le manque, les limitations, au regard sur le plein potentiel de tous. Donc là, il y a vraiment quelque chose à cultiver. Et, et un outil que je voulais vraiment partager en conclusion avec vous, c'est le cahier de réussite. Je pense que tout bon projet d'entrepreneuriat devrait être, que toutes les étapes devraient être régulièrement célébrées, les réussites célébrées, que ce soit pas juste l'achèvement qui soit célébré, mais chaque étape. Et donc à Living School, nous avons des cahiers de réussite. Tous nos élèves ont des cahiers de réussite individuels dans lesquels les enfants célèbrent leur réussite de la semaine, leur qualité. Donc ça peut être un enfant de grande section qui va dire oh, j'ai réussi à lire le mot pizza sur une enseigne dans la rue, mais ça peut être aussi un plus grand de CE1 qui avait une frousse bleue de la piscine et qui, à la dernière séance lundi, a mis sa tête sous l'eau. Et alors là, victoire, un super dépassement qui va célébrer dans son cahier de réussite. Et le cahier de réussite, c'est un outil qui est vraiment qui renforce énormément la confiance en soi. Nos parents d'élèves s'en sont emparés, y compris ceux qui travaillent en entreprise, qui ont des équipes, l'ont déployé auprès d'adultes avec des résultats formidables. La motivation, elle est décuplée, la confiance en soi, elle est renforcée. Donc vraiment, c'est un très bel outil que je vous invite vraiment à utiliser pour vous-même, pour les jeunes, pour les enfants, pour nous tous en fait, dès qu'on veut entreprendre. Et donc pour résumer tout ce que j'ai partagé avec vous, pour entreprendre dans la confiance, je pense que déjà, le sens, hyper important. J'entreprends pourquoi? Quelle est la raison d'être de mon projet? Est-ce que ça va contribuer à un mieux-être sur cette planète ou pas du tout? Est-ce que ça va continuer de nous envoyer un peu plus fort dans le mur? Euh, le plein potentiel, être conscient de notre potentiel, de celui des autres, et pour cela, ne pas juger, donc être dans le non-jugement, et bien sûr, célébrer, valoriser, encourager. Voilà le programme que je vous propose pour la confiance. Merci. Merci, merci Caroline. En vous écoutant, j'ai presque imaginé une fable de La Fontaine, le trésor et le crocodile, dont la morale pourrait être la confiance n'attend pas le nombre des années de l'enfant à l'entrepreneur. Ça, c'est ce que ça m'a inspiré en votre présentation. Peut-être des réactions de nos collègues et participantes à la table ronde. Lisa, oui. Oui, Caroline, j'ai trouvé ton discours très inspirant en tout cas. Euh, Concernant la formation des enseignants de Living School, comment ça se passe? Parce que justement, c'est pas vraiment quelque chose d'inné pour tous les enseignants de fonctionner de cette façon. Donc, comment vous procédez chez vous justement? Ben, nous, justement, il y a 13 ans, on a fait ce choix très innovant de dire que nos enseignants devraient travailler sur eux en profondeur. Et donc, du coup, on est des écoles pionnières qui a proposé un travail sur soi des enseignants en initial et en continu. Et donc, tout le monde ici fait un travail en profondeur sur soi, de manière justement à pouvoir s'épanouir au fur et à mesure de plus en plus et pouvoir apporter cet épanouissement aux enfants. Sachant, je le précise, que c'est très important, personne n'est parfait. On vise pas la perfection. Nous sommes juste en chemin. Et par contre, on a beaucoup de plaisir dans le fait d'évoluer. Et voilà, c'est important. Merci. Bien sûr, bien sûr. D'autres réactions en attendant, toujours de nos participantes, en attendant d'avoir des réactions par le chat. Est-ce que ça vous inspire, Manal, Christelle? Oui, Manal. Oui, merci beaucoup Caroline pour votre présentation. C'était super intéressant et moi j'ai pris en vous écoutant conscience de quelque chose.
parce que vous avez mis un mot dessus, un mot qui est très pertinent, je trouve, c'est le potentiel, avoir conscience de son potentiel. Et c'est vrai que souvent, on va commencer par regarder ce qu'on n'a pas bien fait, par se juger soi-même et donc ensuite juger les autres. Et en fait, je trouve que développer ce réflexe de se dire, plutôt que de faire ça au moment où je commence à me juger, avoir ce mot potentiel dans la tête, fort, en gras, et toujours se dire, je me concentre, ok, d'abord sur mon potentiel, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, valoriser ses réalisations, et donc naturellement valoriser celles des autres, et Ouais, moins juger. Alors super. oui. Alors il faut un potentiel et bon, je pense que c'est lié aussi aux compétences qu'on peut avoir. Est-ce que le potentiel, les compétences, c'est suffisant? Est-ce que, et là je tends la parole à Christelle, est-ce que l'estime de soi aussi, ça peut être, je dirais, le plus? Qu'en pensez-vous, Christelle, avec un témoignage que vous voulez partager avec nous? Oui, alors du coup, moi, je vais avoir ce regard du point de vue de mon métier. Donc, j'enseigne en lycée professionnel avec des jeunes qui ont entre 15 et 19 ans, qui sont donc en lycée professionnel après un parcours au collège qui est parfois chaotique et qui du coup, bah, leur a créé une certaine histoire. Ils ont une image qui peut être potentiellement dégradée de l'école et du coup une image d'eux-mêmes qui est également dégradée. Euh, la première chose qu'on a à faire avec eux de ce point de vue-là, c'est de déconstruire l'image qu'ils ont de l'échec et même d'en faire un gros mot de l'échec. Il n'y a pas de mur et s'il y en a un, s'il y en a eu un, et ben on se dit que de toute façon, il n'est pas infranchissable et que l'échec même a des vertus. Il faut accepter l'incertitude, affronter les difficultés pour avancer, mais ça, quand ils arrivent et qu'ils ont 15 ans, ils l'entendent pas réellement. Euh, Notre travail à nous, enseignants en lycée professionnel, avec l'image qu'ils ont de l'enseignement, de la vie active et d'eux-mêmes, la première chose qu'on a à faire, c'est de leur faire prendre conscience des compétences qu'ils ont développées par l'atmosphère un peu négative dans laquelle ils ont été ou eu l'impression d'être, de par leur parcours scolaire. Donc, ils ont des compétences certaines, elles ne sont pas conscientisées, c'est sûr, mais en tout cas, il y en a une qui se dégage très nettement, c'est l'autonomie. Vraiment, moi, je suis face à des jeunes dont le degré d'autonomie est très développé, même quand ils arrivent à 15 ans, et qui va pas cesser de se développer parce qu'ils ont un fort pouvoir décisionnel sur leur emploi du temps, leur gestion du temps, et puis également leur curiosité. C'est des jeunes pour qui le réseau a beaucoup d'importance et leur image de plus en plus, notamment avec les réseaux sociaux. Donc, on va stimuler ça. On va stimuler leur ouverture sur le monde, notamment au travers des sections européennes dans mon établissement aussi, où là, on les voit exploser. Mais après, pour ce qui est de la confiance et de l'estime de soi, le rôle de l'enseignant, il est en plusieurs étapes. La première, justement, c'est l'estime de soi, Jean-Charles, parce que ce travail sur l'estime de soi, pour moi, c'est les bases, c'est les fondations. Il suppose un certain recul, un recul qu'ils n'ont pas, qui n'est pas du tout naturel. Donc, on les amène à faire un travail un peu d'introspection sur leurs valeurs, leurs intelligences, leur potentiel, comme disait Caroline. C'est exactement dans la même lignée. Et puis, cette démarche, elle est progressive, à l'image de la démarche d'un entrepreneur. Ensuite, quand ils ont construit leur image, leur estime, et qui ne se freinent presque plus, on va dire, on n'est plus dans mettre en confiance, on est dans faire confiance. Donc là, le rôle de l'enseignant, ça va être d'accompagner quand la démarche elle est bien enclenchée et de guider. On les met dans une démarche entrepreneuriale. Et là, j'ai trouvé une pépite pour illustrer cette démarche et être dans la pédagogie de projet avec mes élèves. C'est l'association Enactos avec laquelle on travaille, puisque on travaille sur une démarche d'entrepreneuriat chez les jeunes pendant une année scolaire complète pratiquement. Et là, avec la réforme de la voie professionnelle, on va travailler sur cette démarche sur 2 ans. Et grâce à l'association Enactos, on a la confiance qui est en fil rouge. Et donc, l'élève est amené
gagner en estime, savoir quelles sont ses valeurs et enclencher une démarche d'entrepreneuriat. Sur la première année, on est dans l'idée du projet. Et puis la deuxième année, l'objectif, ça sera de concrétiser le projet. Donc là, ce sera des bébés entrepreneurs et on va voir de quelle manière ils progressent et comment ils y vont. Pour ce qui est de la confiance et également de l'enseignement, je voulais aussi aborder la confiance et l'estime de soi de l'enseignant lui-même. Parce que pour moi, la confiance, elle est contagieuse. L'enseignant, il va transmettre quelque chose par son enthousiasme, son dynamisme, mais aussi par ses failles. On va aussi montrer que nous aussi, on a des failles, que parfois on a des difficultés, des doutes, mais voilà, qu'on y va quand même, il y a l'enthousiasme. Donc, on va essayer de contaminer nos élèves avec tout ça. Et puis, ça nécessite pour nous, à travers cette pédagogie de projet, cette démarche entrepreneuriale, de fonctionner à l'envers de ce qu'on avait appris à la base. C'est-à-dire qu'à la base, on nous apprend, voilà, on a un référentiel, un programme, et dessus, on veut y greffer éventuellement des projets. Et bien là, moi, j'ai trouvé que c'était plus puissant au niveau de l'entrepreneuriat, de la confiance et de l'estime, de fonctionner à l'inverse. C'est-à-dire, on part du projet des élèves. Alors, moi, en plus, sur la thématique de l'ESS, grâce à l'association Anactos, mais on part du projet des élèves ou de l'élève, parce que chaque élève peut travailler sur une thématique différente, et on vient y greffer le programme ensuite. Et là, ça prend tout son sens. Et en plus, l'élève, il est au cœur du projet, ça part de lui, et ça le renforce, ça lui donne de la confiance, ça renforce son estime, et puis c'est lui qui est le pilote, quoi. Après, nous, on devient le copilote. C'est un peu l'idée. C'est qu'on soit son copilote au final. Et voilà, moi, j'estime avec eux être dans une démarche de management motivationnel. C'est-à-dire, on les relance quand ça pêche, quoi. Voilà. Et puis, aussi une chose, je voulais parler de la notion de chance. Parce que souvent, ils nous disent « Ah non, mais moi, de toute façon, j'ai pas de chance. » J'essaie de leur faire comprendre que la chance, c'est aussi une compétence et qu'elle n'est pas forcément liée au hasard. Et que ça suppose d'être très observateur de son environnement, de choisir aussi son environnement et de saisir les opportunités. Mais pour les saisir, il faut aussi en avoir conscience. Donc voilà, c'est avoir un regard un peu de veille sur comment ça évolue autour de moi, quoi. Merci Christelle. On aura l'occasion encore pendant la table ronde de réagir sur ce que vous venez de dire. Là, c'est un peu le biologiste qui réagit par rapport à ce que vous avez dit. J'aime beaucoup cette utilisation de la contagion en cette période un peu particulière que nous vivons, la transmission. Et moi, je vous écoute et je me dis à quand une pandémie de confiance, quoi, quelque chose qui soit l'inverse d'un mur qu'on établit entre les gens. Donc merci pour ce partage. Des réactions de Lisa, Manal ou Caroline, bien sûr. Comme justement, ah pardon. Vas-y. Justement, Christelle, on parle de contagion. Quand est-ce que tu as été contaminée, toi? Comment t'es venue cette démarche, justement? Parce que c'est pas forcément inné pour tout le monde, et du coup, je voulais savoir, toi, quel avait été le déclic pour que tu mettes en place ce genre de démarche? Alors, la démarche de pédagogie de projet, ben, je crois que en fait, c'est ça, quoi. C'est saisir les opportunités au fil des rencontres. Et puis, il y a des gens avec qui tu vas travailler qui t'apportent plus et qui t'apportent quelque chose en lien avec tes valeurs. Et puis, du coup, tu vas là-dedans et ainsi de suite. Et du coup, c'est un cercle vertueux, quoi. Et quand du coup, vous parlez de la contagion, la confiance est contagieuse, comment on fait, etc. Pour moi, ça a fait écho à ce que disait Caroline juste avant avec le carnet, comment tu as appelé ça, Caroline? Le cahier de réussite. Ouais, voilà, le cahier de réussite ou le carnet de réussite, parce que en fait, il faudrait en fait faire un brief tous les jours de alors qu'est-ce que j'ai bien réussi en fait, qu'est-ce qui a bien marché. Peut-être pas tous les jours, avec les élèves, je vais pas le faire tous les jours, c'est clair, mais il faut faire des points management motivationnel, c'est-à-dire des points réguliers sur alors du coup, qu'est-ce qui marche bien là, en quoi tu as progressé, comment tu vois le truc de manière positive pour l'avenir, etc., quoi.
Caroline, on trouve des points communs en fait entre ce que vous avez montré Énormément. au niveau. Alors, on est passé des enfants à des enfants un peu plus âgés. C'est C'est en ça. lycée professionnel hein, que Christelle Oui, c'est ça. travaille, mais il y a des liens, je vois. Carrément, un des liens au niveau de la contagion, nous on parle d'exemplarité. On dit Ouais. qu'on ne peut pas apporter la confiance en soi à un enfant qui manque de confiance en lui si nous-mêmes on n'est pas en chemin par Mm. rapport à ça. Tout comme on ne peut pas lui apprendre à résoudre les conflits si nous-mêmes on est dans le conflit sans arrêt. Donc il y a vraiment cette question d'exemplarité et je trouve que et j'ai bien aimé ce côté contagieux parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on se positionne, hop, ça diffuse comme la goutte d'eau qui va faire des ronds dans l'eau. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'idée aussi de lâcher les programmes, c'est-à-dire de les aborder, non, enfin, que le programme soit plus l'objectif, que l'objectif ce soit le projet et qu'on réalise le programme au travers du projet. Et ça, c'est un tel cadeau à faire aux élèves, un tel cadeau. Nous, on forme régulièrement des enseignants qui sont stressés par les programmes, Mm. en fait, ils les subissent, ils sont dirigés par les programmes, presque des marionnettes du programme tellement ils sont stressés. Et le fait de leur apprendre et qu'ils peuvent, eux, diriger les programmes et choisir de comment les orienter pour redonner du sens, c'est une telle libération. Donc vraiment, bravo de faire ça parce que je trouve que c'est courageux et j'aimerais que ça devienne général en fait parce que l'école, on devrait avoir envie d'y aller et être super motivé pour y aller et ça devrait être ça, d'avoir du sens dans les apprentissages. L'exemplarité dont on parle, elle est transmise par l'enseignant qui, justement, ben, dans le cadre de ce que vous faites avec Enactus, va monter des projets. Il y a quand même ce côté aussi intrapreneurial du projet de l'enseignant qui se dit, OK, j'ai de la transmission à passer, mais en même temps, je vais investir dans un projet que je vais créer. Il faut se faire confiance, hein, il faut se faire une petite violence quand même intérieure. Et les élèves, surtout si vous avez des élèves qui n'ont pas trop confiance en eux, je pense qu'ils doivent ressentir ça aussi, le prof qui se met un peu en danger en proposant quelque chose de différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc, Ouais, c'est oui. oui, pardon. Effectivement, ça nécessite d'accepter de sortir de sa zone de confort. Parce que ça nécessite de se dire, bon, bah, je vais être dans l'incertitude. Peut-être que je vais me montrer un peu en faille parfois. Peut-être que j'aurai pas la réponse. Peut-être que parfois, je vais être autant bloqué que les élèves sur le projet. Mais il faut l'accepter et se dire que c'est pas un drame, quoi. Voilà, faut être dans cet état d'esprit-là. Il y a rien de grave. Et parfois, et puis de toute façon, moi, par rapport à cette notion d'exemplarité, je pense que le prof n'a pas nécessairement besoin de se montrer infaillible aux yeux Ouais. de ses élèves, c'est même l'inverse. Et donc, oui, merci. Lisa, juste avant, dans son intervention, en réaction à votre présentation, a commencé sa phrase en disant, elle vous a posé une question, puis elle a dit, c'est pas inné, c'est pas inné pour tout le monde. Est-ce qu'on a ça en soi ou pas? J'allais dire presque dans ses chromosomes, son génome. La confiance, le gène de la confiance, on va peut-être le trouver. Donc, j'en profite un peu pour faire la transition avec Manal, parce qu'en préparant la table ronde avec elle, il y avait cette notion d'inné et d'acquis que j'aimerais bien qu'on creuse avec une illustration. Oui, tout à fait. Je trouve qu'en général, chez les entrepreneurs, il y a souvent quand ils ont envie de se lancer, en tout cas, il y a souvent cette question par rapport au sentiment de légitimité. Est-ce que je suis suffisamment légitime pour me lancer dans ce secteur? Est-ce que j'ai suffisamment les diplômes? Est-ce que j'ai suffisamment les connaissances? Et justement, par rapport à ça, ma réponse va souvent être, parce que c'est une question que je me suis posée aussi, bien sûr, on est légitime dans un projet lorsqu'on y croit suffisamment. Et enfin, personne n'est parfait de toute façon. On va se lancer. Là, on va commettre des erreurs. On va apprendre de nos erreurs parce que il n'y a pas d'échec. Pour moi, ce ne sont que des étapes petit à petit dans la réussite. Il suffit de dépasser et de rebondir à chaque fois. Et de toute façon, il n'y a personne qui viendra vérifier vos diplômes pour vous dire ah ben non, mais en fait vous vous lancez dans ce secteur-là, mais vous n'avez pas le diplôme. Donc quoi qu'il en soit, le mieux, c'est de se lancer, de se lancer et d'apprendre en se lançant. C'est le test and learn. Et parce qu'en vrai, on a une chance sur deux que ça fonctionne. Donc, c'est déjà énorme. Et ce qui va me faire aussi penser à la question de ce qui est en lien un petit peu avec l'héritage, c'est à la question de l'héritage. Souvent, on me dit oui, mais moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Pour moi, ça va être quelque chose de plus difficile pour moi de me lancer dedans parce que mes parents sont pas entrepreneurs et donc c'est pas forcément simple.
Donc, bien sûr, de toute façon, personne ne naît entrepreneur, on le devient. Moi, je suis entrepreneur et je viens effectivement d'une famille d'entrepreneurs, mais honnêtement, c'est pas ce qui m'a lancé, c'est pas ce qui m'a aidé à me lancer. Certes, ça vous donne un petit avant-goût par rapport aux difficultés un petit peu qui vous attendent, mais c'est tout. Enfin, moi, ça n'a pas été la raison pour laquelle je me suis lancée pour créer la maison de joaillerie Manal Paris, que j'ai lancée il y a 2 ans. Ça n'a pas été pour ça. C'est pas parce que mon père est entrepreneur que je me suis lancée dedans. Ça a été pour, au contraire, ma passion de la joaillerie qui a été mon réel moteur. En fait, j'aime la joaillerie depuis toujours. Et je me suis dit, je me sentais justement suffisamment légitime par rapport à ça. Par rapport à cette passion en fait, et c'est ce qui m'a poussée à me lancer et à me dire bon de toute façon je vais tester, et au final si ça fonctionne pas, au moins j'aurais testé, pardon. Donc enfin voilà, personne ne naît entrepreneur, on le devient, et la confiance s'acquiert pour moi au fur et à mesure des réalisations. Ça a été au fur et à mesure du franchissement des étapes justement que j'ai franchi petit à petit. Que j'ai, et je voyais justement qu'à travers chaque petite réussite, que j'avais franchi une petite étape, et c'est ça au fur et à mesure que je fais encore, que je suis toujours tous les jours en train de me dire ah super, aujourd'hui j'ai franchi, enfin c'est peut-être pas tous les jours, c'est peut-être une fois par semaine ou parfois une fois par mois, je sais pas, mais je me dis en fait c'est super, aujourd'hui j'ai franchi cette étape, c'est génial, voilà, maintenant je vais voir, tout de suite je vais commencer à penser aux étapes d'après. Ça c'est un peu comme ça ma façon de fonctionner, mais je suis toujours très contente et je me félicite et j'essaye de fêter, on va dire, le maximum d'étapes, parce qu'au final il y a jamais vraiment de point arrivé en fait. Et si je dois parler aussi d'un dernier point, ça va être de la confiance dans les autres. Tous les entrepreneurs, je pense, vous diront que c'est essentiel de bien s'entourer lorsqu'on veut lancer un projet, et qu'il faut avoir confiance dans les autres. Donc, ça commence par vos collaborateurs dans une entreprise. Si vous êtes tout seul, ça peut être vos fournisseurs, vos éventuels associés, si vous en avez. Donc, c'est important, donc, bien sûr, de se faire confiance pour faire confiance aux autres. Notamment, enfin, moi, ce qui m'a beaucoup aidée au début, parce que moi, je me suis lancée au début seule, je n'avais pas d'associé. J'ai commencé à m'entourer par mes fournisseurs auxquels je faisais confiance, bien sûr. Mais je me suis également entourée par le MoveJ. Je me fais accompagner, d'ailleurs, je me fais toujours accompagner pour le MoveJ, qui est une association d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs, où on vous choisit, où vous choisissez également un mentor qui va vous permettre de vous suivre pendant 1 année ou 2 sur votre sujet. Et en général, ça va être également un entrepreneur expérimenté. Et donc voilà, moi, ça m'a énormément aidée, ça m'aide encore aujourd'hui au quotidien. Et ça permet de dépasser un peu ce sentiment de solitude qu'on peut souvent rencontrer en étant entrepreneur. Et puis ça rassure, personne n'est parfait, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, Caroline, et Christelle également. Ça rassure aussi de voir que même les gens expérimentés ont fait aussi des erreurs, et ont appris de leurs erreurs et ont dépassé leurs erreurs justement. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, ce sont des entrepreneurs qui ont réussi, ce sont des entrepreneurs qui sont expérimentés. Et ça rassure de se dire, mais en fait, personne n'est parfait, tout simplement. On apprend, on évolue au fur et à mesure, on peut commettre des erreurs, et le principal, c'est de les dépasser. Et donc, pour moi, la confiance s'acquiert, n'est pas forcément innée au fur et à mesure des réalisations. Merci Manal. En vous écoutant, j'ai envie, parce que je ressens un peu comme un paradoxe, et peut-être parce que je travaille dans le monde de l'éducation aussi, j'ai envie de faire un croisement avec ce que vous venez de témoigner et Christelle juste avant, parce que je suis en train de me dire, finalement, si on veut entreprendre, il faut avoir confiance, il faut de la confiance, mais vous pouvez avoir des jeunes qui ont perdu confiance en eux, qui n'ont plus l'estime de soi, et il faut un peu un monde éducatif ou des gens autour pour leur redonner cette confiance, parce que sans cette confiance, ils n'arriveront pas à entreprendre. Et de l'autre côté, vous pouvez avoir, parce que je connais votre parcours avant que vous ayez créé la maison de joaillerie, un parcours un peu comme le mien, d'élèves adaptés à l'école, des diplômes, je veux dire, une adaptation au système éducatif qui fait qu'on remarque aussi que quand on a des élèves au contraire de certains autres,
complètement adaptés, qui ont des diplômes, qui trouvent des emplois, et cette sorte de sécurité fait que ça ne devient pas forcément des entrepreneurs. Et donc, je ne sais pas comment vous pouvez croiser le fer un peu ou échanger Manal et Christelle, en ce sens où on a presque l'impression que soit on a des jeunes qui n'ont pas du tout confiance en eux, ou alors à l'inverse, tellement confiance en eux parce que c'est adapté, que dans les deux sens, on n'arrive pas à directement entreprendre avec confiance. C'est quand même bizarre, c'est deux profils différents. Christelle? Alors moi, je voudrais dire que c'est pas forcément lié le fait d'être adapté à l'école et avoir confiance en soi pour entreprendre. Oui, Caroline, je pensais ça, moi. alors du coup, C'est ce que je disais, je pensais que plus vous êtes adapté, moins vous avez confiance pour entreprendre. Ouais. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on a le cas de jeunes qui sont plutôt bien adaptés à l'école. Ça se passe bien, ils sont scolaires, mais du coup, ils n'ont pas forcément cette envie d'entreprendre, etc. Et j'avais du coup une question pour Manal, parce que Manal, tu dis que voilà, tu es dans une famille où ton père est entrepreneur, et que voilà, c'est pas forcément parce que tu as un papa entrepreneur que du coup tu as entrepris. Mais moi, je vois pour le cas de mes élèves, parce que j'ai fait un petit sondage chez les secondes et chez les terminales, et quand je leur pose la question de comment ils se voient après leurs études, quand ils sont en seconde, ils se voient tous avec un statut de salarié employé, Oui. pratiquement, à 90%. C'est ça. Et quand ils arrivent en terminale, là, par contre, il y a un peu plus de projets. J'en ai un peu plus de la moyenne, 55%, qui se disent moi, je voudrais créer ma propre entreprise. Mais c'est vrai que pour la plupart, là, ils ne sont pas du tout issus de familles dans lesquelles il y a des entrepreneurs. Et est-ce que toi, ton père t'a accompagné sur certains points, notamment dans les moments où on est seul quand on entreprend, ou est-ce que pas forcément, justement, Manal? Moi, justement, je trouvais que c'était pas du tout la raison pour laquelle je me suis lancée. D'ailleurs, moi, je suis en fait, dans mon cas, je me suis retrouvée comme dans la 90% des élèves dont tu as parlé, Christelle, qui au collège se disent salariés, même bien plus tard, même en terminale et même pendant les études supérieures. D'ailleurs, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai travaillé pendant 5 ans en tant que salarié dans le nucléaire avant de lancer la maison de joaillerie. Donc, c'était pour moi pas du tout une évidence. C'est pas parce que mon père l'a fait que je me disais que j'allais le faire. Déjà, on suit un petit peu le parcours un petit peu le parcours scolaire. Au début, en tout cas pour moi, ça a été un peu une évolution au fur et à mesure. C'est que par la suite, quand j'étais dans le monde du travail, pendant que j'étais salariée, que cette question de sens s'est posée. Donc, c'est pas venu naturellement. C'est comme disait Caroline tout à l'heure, j'avais besoin de trouver du sens dans ce que je faisais. Et pour moi, trouver du sens, en tout cas, dans ma façon de le définir, c'était faire quelque chose qui me passionne. Et c'est pour ça cet amour de la joaillerie qui m'a jamais quittée et que d'ailleurs j'avais continué de nourrir en dessinant et en réalisant des bijoux, mais tout simplement pour moi. C'est là où je me suis dit, ok, donc moi j'ai vraiment besoin de sens. J'en ai pris conscience, je sais plus, je devais avoir 27 ans. Et c'est là où je me suis dit, en fait, j'ai envie de lancer une marque de bijoux et donc j'ai envie d'entreprendre. Donc tu vois, c'est pas du tout parce que mon père est là-dedans. Ça m'a juste permis, en fait, au moment où j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, ça m'a juste permis à ce moment-là, là où ça m'a aidé, de me dire, oui, c'est vrai qu'il y a quelques difficultés qu'il a pu traverser et auxquelles je me rappelais et dont je me rappelais. Et donc, on a peut-être cette avance-là, simplement, de savoir un petit peu, mais il n'y a rien de miraculeux, il n'y a rien de magique. C'est juste, on sait que l'humain est quelque chose d'important dans une entreprise, dans le fonctionnement d'une entreprise, et d'important pour sa réussite. Et je savais aussi que faire confiance en ses collaborateurs, c'était quelque chose d'important. Donc, enfin voilà, c'est juste des points. C'est pas ça qui m'a poussée à me lancer. D'accord. On vient de voir à travers les échanges que l'on a qu'il y a ce côté potentiel, un potentiel en soi. Il faut en être conscient, pas conscient, comment on le révèle, que l'environnement, la vie peut-être vous aide ou vous aide pas à révéler ce potentiel. On a parlé d'inné, d'acquis, on sent qu'il y a un peu les deux, même si j'ai l'impression que ça tend un peu plus dans la balance du côté de l'acquis.
Et je voulais poser la question à Lisa, puisqu'on avait discuté de ça avant la table ronde. Pour passer peut-être de l'inné à l'acquis, ou de ce niveau d'inné à cet acquis, est-ce que ça nécessite peut-être de la pratique, une pratique de vie, une pratique sportive peut-être? Est-ce qu'on peut comparer ça à une pratique sportive et voire même est-ce que ça doit s'entretenir? Quel est votre avis, Lisa? Bien sûr, tout à fait, on en avait parlé. Pour comprendre ça, il faut déjà revenir aux bases. Et une étude a montré, au début des années 2000, je crois que c'était en 2001, une étude de Roy Baumeister, qui a sorti un article qui s'intitulait Bad is stronger than good. Donc en fait, dans cette étude, il a montré que le négatif avait un impact plus important que l'effet positif. Et bien sûr, ça va forcément avoir un impact sur la confiance qu'on a en nous-mêmes. Et donc ce concept, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. C'est quelque chose qu'on a hérité de nos lointains ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, qui se posaient la question pour leur survie, est-ce que je peux manger ce fruit ou est-ce que je vais potentiellement mourir? Puisque je vais potentiellement mourir, eh ben, je vais peut-être pas le manger. Donc ça, c'est quelque chose d'inné chez l'humain. C'est quelque chose qu'on a en nous. On ne peut pas lutter, hein, vous voyez, ça a perduré autant d'années. Hein, c'est que c'est un concept qu'on n'arrivera pas à enlever de notre cerveau, malheureusement. Mais il y a un moyen pour nous de contrebalancer en fait, les effets du négatif par des faits positifs. Donc jusque-là, c'est plutôt logique, hein, ma foi. Le problème, c'est que pour trouver un équilibre entre le positif et le négatif, eh bien, ça passe par un déséquilibre, justement. Donc, un scientifique, John Gottman, a fait des études pendant plus de 40 ans là-dessus et il a réussi à mettre un chiffre. Selon lui, il faudrait 5 compliments pour contrebalancer l'effet d'une seule critique. Donc, pour arriver à ça, c'est pas forcément inné, justement, d'aller chercher les points positifs. On va toujours se focaliser sur le négatif. Et pour aller à l'encontre de cet instinct primitif, justement, comme vous le disiez, il faut s'entraîner et travailler. À la même façon qu'un sport, il va falloir pratiquer, s'entraîner, être assidu pour que ça fonctionne en fait sur le long terme. Donc moi, j'ai commencé à appliquer cette méthode il y a une petite dizaine d'années en fait, à me dire pour chaque situation qui me posait problème, à chaque fois que je devais sortir de ma zone de confort, je me disais d'accord, ok, alors je peux me planter à tout instant, mais quel point positif ça va pouvoir m'apporter? Et en fait, la concrétisation de ces 10 années où j'ai appliqué cette méthode, donc j'ai vu ma confiance en moi augmenter avec le temps. Et il y a 2 ans, on m'a proposé de participer à un TEDx INSA à Lyon. Et je me suis dit d'un côté, ok, je vais peut-être me planter devant une grande audience. En bonus, il y aura une vidéo sur YouTube, donc je vais pouvoir me souvenir que je me suis plantée. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ça peut peut-être m'apporter des points positifs. En l'occurrence, ça va me permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Super. Ça va me permettre d'améliorer mes capacités de parole devant une audience. Je vais peut-être avoir des répercussions sur le long terme, on ne sait pas. Et c'est arrivé, puisque sinon, sans ça, je ne serais pas là à l'heure actuelle pour vous parler de ma démarche. Et en fait, ce TEDx, ça a présenté une plateforme, en fait, un point final à ma période d'entraînement. Donc, je continue à m'entraîner à l'heure actuelle, mais maintenant, la différence, c'est que je suis plus seulement à la muscu, mais je suis devenue coach sportif. C'est-à-dire que maintenant, en fait, je vais utiliser ça à la manière d'un coach, je vais vouloir le transmettre. Donc, j'essaye de transmettre justement les connaissances que j'ai sur le sujet, les connaissances scientifiques qu'on a sur le sujet, afin de pouvoir améliorer le monde qui nous entoure, le milieu scolaire, comme disaient Caroline et Christine, mais aussi le milieu de l'entreprise, comme en parlait Manal, puisque la confiance est un élément majeur, que ce soit dans le milieu scolaire ou bien en entreprise. Et d'ailleurs, une étude de Lozada, qui a été faite, je crois, au début des années 2000, il me semble également, il s'est rendu dans les entreprises et il a participé à des réunions, donc dans des entreprises qui fonctionnaient très bien, mais aussi dans des entreprises qui montraient des difficultés.
Et il a participé aux réunions, aux meetings, et il a tout simplement noté le nombre de fois où les gens disaient des choses positives, où les gens disaient des choses négatives. Donc bravo, tu as eu une super idée. Ou à l'inverse, ton idée est un peu nulle, tu n'aurais pas dû faire ça. Donc il a noté tout ça dans plusieurs entreprises et il a fait un bilan. Et il a réussi à établir un ratio. Son ratio serait de 2,9. C'est-à-dire qu'il y aurait 2,9 choses positives pour une chose négative. Au-dessus de ce ratio, donc s'il y a plus de choses positives, plus que 2,9 choses positives comparées à une chose négative, eh bien, l'entreprise se portait plutôt bien. Et si ce ratio était inférieur à 2,9, les entreprises étaient plutôt en difficulté. Donc, on arrive scientifiquement à poser un chiffre sur ces problèmes, sur ce biais de négativité qui pose problème dans l'acquisition de la confiance qu'on a en nous-mêmes et en les autres. Et justement, c'est important qu'on puisse scientifiquement mettre un chiffre là-dessus et qu'on puisse se rendre compte qu'il y a quand même une théorie derrière tout ça et une théorie qu'on peut maîtriser. Et cette théorie, on peut l'appliquer dans n'importe quel secteur, que ce soit le secteur scolaire, comme le disait Caroline ou Christelle, mais aussi dans le monde de l'entreprise, puisque le bien-être en entreprise est très important. Il va avoir un impact sur la productivité, la bienveillance des travailleurs entre eux, des collègues entre eux. Ça va avoir un impact énorme et je le vois à l'heure actuelle dans ma vie de tous les jours au travail. On essaye de tous être bienveillants entre nous et effectivement, la productivité, elle est complètement décuplée. Et du coup, cette confiance, elle marche dans les deux sens. La confiance qu'on a en nous-mêmes, mais aussi la confiance qu'on a envers les autres, comme le disaient Caroline et Christelle. C'est impressionnant le potentiel que ça peut avoir. Donc oui, effectivement, si je reviens à votre question, oui, c'est totalement comme un sport, quoi. La confiance, ça se mérite, ça se travaille, mais surtout, ça s'entretient avec le temps. Et j'espère que tout ce débat va être assez inspirant pour tout le monde, pour que vous puissiez appliquer tout ça et que vous puissiez également le transmettre après à d'autres personnes, afin qu'on améliore dans sa totalité le monde qui nous entoure. Merci Lisa. Donc, je rappelle que vous êtes doctorante en neuropsychologie et j'ai beaucoup aimé dans votre intervention le lien entre la conscience qu'on peut avoir de la confiance sur le terrain, le côté pratique, non pas que vous ne soyez pas dans la pratique, hein, mais aussi le côté un peu de réflexion, recherche de personnes qui ont passé 10, 15, 20, 30 ans à étudier ces phénomènes parce que ces données scientifiques, elles doivent aider aussi les gens. Exactement. Il faut croiser les données scientifiques avec aussi ce qu'on observe sur le terrain. Mais j'ai une petite question provocante, exprès, parce que ça m'a fait tilter en vous écoutant. Par rapport au calcul, si j'ai bien compris, il y a des scientifiques qui pensent qu'une critique nécessite 5 compliments. Donc, c'est pas évident parce que si on se prend 5 à 6 critiques par jour, j'ai calculé que ça fait il faut aller chercher plus d'une trentaine de compliments. Ça va pas être évident. En tout cas, 1 sur 5, c'est ce que vous avez appelé quand on a discuté ensemble. J'ai bien aimé ce terme, l'équilibre déséquilibré. Donc, la balance est équilibrée, mais c'est 5 contre 1. Par contre, vous avez dit après, dans l'entreprise, et j'ai peut-être mal compris, mais dans l'entreprise, ce ratio, il est peut-être de 1 sur 3. Autrement dit, un côté négatif va être contrebalancé par 2,9. Je me suis permis d'arrondir à 3. Oui. Autrement dit, moi, mon interprétation, c'est de dire que dans l'entreprise, quand il vous arrive quelque chose de négatif, et je ne parle pas de l'entrepreneur, mais en tout cas, le salarié, le collaborateur dans l'entreprise, eh bien, il peut attendre au maximum 3. Quoi. Ou alors, est-ce que c'est l'entreprise qui est plus performante parce qu'elle permet d'équilibrer à 3, ou est-ce que c'est plus difficile de trouver plus de 5 compliments contre 1 dans une entreprise que dans la vie de tous les jours? Non, en fait, ce chiffre de 5 contre 1, ça a été, c'était applicable surtout dans la vie de couple. Enfin, Gottman a travaillé sur les couples. Et donc, il a montré que les couples qui fonctionnaient bien, justement, avaient un ratio de 5 pour 1, dans leurs disputes particulièrement. Alors que Losada a travaillé justement dans les entreprises. C'est pas du tout que c'est plus difficile de trouver 5 compliments pour un salarié, par exemple. C'est simplement que la balance a été un peu plus équilibrée, sachant que dans l'entreprise, plus de monde va intervenir. Dans un couple, c'est seulement 2 personnes. Donc, ça a été des moyennes faites dans chacun des 2 milieux, quoi. D'accord.
Très bien. Des réactions, Manal, Christelle, Caroline, et puis peut-être en provenance de Neila et Evelyne, de par nos auditeurs. Oui, Caroline. Euh, Moi, enfin, j'ai beaucoup aimé déjà, et je me suis dit, ah, mais il nous faut une Lisa Living School pour objectiver tout ce qu'on fait. Voilà, donc vraiment super, c'est génial d'avoir des chiffres comme ça. Nous, à Living School, ce qu'on voit, c'est que quand dans l'équipe, on voit que quelqu'un a un petit coup de mou, passe par une petite période un peu down, souvent on pose la question, ça fait longtemps que tu as fait ton cahier de réussite? Et la réponse est oui, ça fait longtemps. Bon, ben, on te suggère de t'y remettre. Et donc, on voit un effet, c'est-à-dire que le cahier de réussite est cet outil aussi qui permet cet entraînement, cette discipline. Et puis, l'autre chose que je voulais partager par rapport à ce que tu nous exposais, c'est ce biais de négativité. Je pense aussi que quand on s'est bien entraîné, on peut développer ce qu'on appelle, nous, le repère intérieur, c'est-à-dire d'essayer au fur et à mesure qu'on prend confiance en soi, de ne pas donner tout le pouvoir aux autres, au regard des autres. Parce qu'en fait, quand on grandit, quand on est élevé, on va donner énormément de poids au regard des parents, puis ensuite des professeurs des écoles, puis ensuite des enseignants, puis ensuite des copains, puis de la mode, et puis de la religion éventuellement. Et donc, il y a énormément de repères extérieurs à qui on va donner beaucoup de pouvoir, beaucoup de poids. Et nous, on travaille beaucoup sur le fait de remettre le pouvoir à l'intérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et de manière justement à ce que si une remarque négative arrive, je ne la prenne pas en plein cœur, mais qui est comme un stop devant qui permet que la flèche n'entre pas et du coup pas avoir besoin du coup derrière de 5 compliments. Mais cette confiance, en fait, elle va se travailler justement par le cahier de réussite en s'apportant nous-mêmes au maximum cette bonne image de nous et en comptant moins sur l'extérieur et en étant bien sûr à l'écoute. Ça ne veut pas dire être dans sa Bien bulle sûr, et bien se sûr. fermer, mais être dans ce repère intérieur pour pas donner tout le poids et tout le pouvoir à l'extérieur. Ce qui fait d'ailleurs que les gens souvent donnent aussi la faute à l'extérieur. Bah, c'est le système, c'est la société, c'est comme ça et moi j'y peux rien. C'est-à-dire qu'on ne devient plus acteur, on subit. Et voilà. Et du coup, petit rebond avec Christelle où j'ai adoré sur la chance. C'est tellement juste de dire aux jeunes qu'on peut créer sa chance. Ouais, Christelle, répondez parce que là aussi, hein, quand vous avez parlé de la chance, souvent on parle de la sérendipité, de la chance qui se provoque ou qui se provoque pas, et on en parle souvent quand on parle de l'entreprise ou d'une découverte, mais peut-être qu'on l'utilise pas assez dans l'éducation. Bah oui, clairement. Bah, Manal, peut-être si tu veux parler d'abord, n'importe. Non, non, je t'en prie, je t'en prie. Bon, oui, parce que effectivement, moi, quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que la chance, c'était pas forcément lié au hasard et qu'il y avait cette notion de saisir les opportunités, de voir comment mon réseau est constitué, qui est dans mon environnement. Et puis, par rapport à cette notion de réseau et de chance, avoir un réseau, c'est être en interaction avec des gens, mais c'est aussi être la personne qui crée des liens entre les gens dans le réseau. Et tout ça, pour moi, ça contribue à un gros mélange positif, si possible, qui fait que, voilà, on a de la chance, quoi. On a créé quelque chose. La chance, pour moi, c'est une compétence, finalement. Manal? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Christelle, et j'ai beaucoup aimé le mot que tu as utilisé tout à l'heure, être observé et être à l'affût des opportunités, en fait, et observer son environnement. Et j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que c'est très factuel, en fait. Ça montre comment créer sa chance et ça montre comment être dans l'action plutôt qu'être dans l'attente d'un événement qui pourrait se produire. Et justement, je trouve que ce comportement, déjà d'être ouvert, naturellement, il n'y a que du positif qui peut en sortir, et d'être à l'affût des opportunités, d'être à l'affût des personnes qui pourraient nous aider, et de voir en fait, d'être observateur des signes de l'univers. Si je peux un petit peu résumer, si j'ai bien compris, je trouve que c'est déjà être dans une action positive et donc ne pas être dans l'attente. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le fait d'être que ce soit une action, surtout. Ouais, proactif, quoi. Le débat de cette table ronde sur la confiance, donc tout le monde, vous le savez, ça s'inscrit dans le cadre des journées de l'Observatoire des pratiques pédagogiques en entrepreneuriat. Donc on est écouté quand même par beaucoup de personnes qui sont
impliqués dans les accompagnements, les projets d'entreprise. Et souvent, on pense à une entreprise, créer sa start-up, une PMI, PME ou autre, mais on vient de le voir à travers vos témoignages. Entreprendre, ça peut être aussi, on l'a vu dans le cadre familial, dans le cadre associatif, dans le cadre éducatif. Et en fait, c'est ce qu'on échange. Enfin, je veux dire, ce qu'on échange ici entre nous cinq, ce sont des notions qui vous le montrer, dépassent le fait de se dire tiens, allez, j'ai un objectif, je vais me créer un modèle économique, je vais aller chercher, je vais faire une étude de marché. Donc, ce fameux côté inné qu'on a, cette conscience et puis cet apprentissage, voire cet entraînement physique, je dirais, normalement, là, ça redevient équilibré, je dirais, entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, associative, familiale. Vous voyez pas vous voyez vraiment aucune différence. Est-ce qu'il y a quand même des points dans ce que vous venez d'évoquer qui sont quand même davantage liés ou appliqués dans le domaine entrepreneurial, je dirais, par rapport à une création d'entreprise, ou alors tout est au même niveau par rapport à son bénéfice personnel, ou pas, ou on parle de la même chose en fait. On pourrait avoir ce même débat dans le cadre d'une journée qui ne soit pas du tout liée aux pratiques pédagogiques en entrepreneuriat. Lisa? Oui, totalement. Comme on parlait il y a quelques minutes sur les études qui avaient été faites, tu vois, ce qui est applicable dans le monde de l'entrepreneuriat est également applicable dans le domaine familial également. C'est totalement similaire en fait, c'est exactement la même chose, mais disons que les deux vont être liés dans le sens où si ça se passe bien à l'école ou au travail, ça va permettre d'amener un environnement serein dans le milieu familial également et inversement. Il y a beaucoup de structures, par exemple, on s'aperçoit, ou des programmes qui accompagnent des jeunes à la création d'entreprises. Et quand on regarde un peu la façon dont ces programmes sont montés, on peut s'apercevoir que tout l'outillage ou la technologie, je dirais de l'économie, du droit, de la gestion et autres, prend un poids quand même important par rapport à de l'accompagnement, de la formation humaine. Or, on pourrait imaginer, et d'ailleurs on le voit aussi dans pas mal d'études ou dans pas mal d'écoles ou des programmes, l'outillage prédomine parfois sur ces matières un peu que parfois on a mis de côté en disant ah, il y a de la formation humaine. Bon, il faut faire de la formation humaine, mais surtout sachez utiliser les outils. Et quand vous avez, par exemple, ou dans l'enseignement, on a parlé de profs avec Christelle qui veulent faire un peu d'autre chose que transmettre des connaissances. Si on veut donner confiance à des enseignants pour qu'ils sortent d'une zone de confort, ceux-là souvent vont chercher aussi de l'outillage, des outils, des méthodes. Et peut-être qu'on ne travaille pas assez ces notions de développement personnel et de perception de ce que sont la confiance et d'autres compétences, comme l'a dit Christelle, on n'avait pas imaginé que la chance, ça puisse en faire partie. Christelle? Oui, en fait, ce que tu viens de dire, ça me donne envie de rebondir. Et en plus, il y a une question dans le chat qui fait un peu référence. Enfin, il y en a deux. Je ne les vois pas, tu as de la chance parce que moi, je n'ai pas la vue sur le chat. Mais D'accord. vas-y, transmets-nous les questions, vas-y. Du coup, je vais te lire les deux questions. Oui. La première, c'est comment faire pour infuser dans l'enseignement public et donner accès à tous à un enseignement de type Living School. Donc, du coup, ça fait un peu référence à ce que tu disais. Et la deuxième, c'est quelle est la différence entre compétences et potentiel. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Oui, comment infuser dans l'enseignement public et donner à tous un enseignement type Living School? Ça va dépendre des gens, ça va dépendre de l'atmosphère dans laquelle on travaille et ça va dépendre de cette goutte d'eau qui se diffuse, comme disait Caroline. Et du coup, et ça va dépendre aussi, comme disait Lisa, de comment est-ce que ça communique au sein de l'équipe, c'est-à-dire que est-ce qu'on est plutôt dans des commentaires positifs ou des commentaires qui sont plutôt négatifs. Et donc, voilà, quoi. En fait, il faut former les gens. Je pense vraiment qu'il y a une nécessaire formation des gens. Par ailleurs, moi, j'ai une autre casquette qui fait que je travaille sur la gestion du stress avec les élèves à travers de la sophrologie et de la relaxation. Et les collègues sont en demande. Donc, ça montre bien que malgré tout, il y a une sensibilité avec une certaine prise de conscience. Mais ça mériterait d'être beaucoup développé. Mais pour le moment, on reste très accroché au programme, etc.
Caroline, oui, je t'en prie, vas-y. Moi, je partage en fait complètement ce qui vient d'être dit et la question, c'est-à-dire que ce questionnement de comment est-ce qu'on fait pour que ce soit diffusé davantage, c'est une préoccupation que j'ai quasiment constamment. Je me dis, enfin, moi, j'ai essayé par le haut, c'est-à-dire en rencontrant Blanquer un jour, on avait gagné un prix et en allant voir sa conseillère particulière qui m'a écouté avec beaucoup d'attention, mais pouf, plus rien s'est passé ensuite. Et puis par le bas, par la base, en fait, en formant au maximum des enseignants qui eux-mêmes, à leur tour, diffusent. Et je pense qu'on a tous, enfin, tous ceux qui sont dans le système éducatif, on a tous un rôle à jouer pour remettre en avant la place des savoir-être. Parce que pour moi, le savoir-être, c'est vraiment cette goutte d'eau qui va faire les ronds dans l'eau et qui va avoir un impact dans les savoir-faire. Et donc, nous devrions, nous, être formés à ça de manière à pouvoir apporter le meilleur aux enfants, la meilleure expérience possible. Et du coup, je rebondis sur les dilemmes qu'on a un peu entendus sur les profils des élèves. Quand on disait, oui, il y a des élèves très adaptés et puis d'autres qui vont mal et qui ont perdu toute confiance en eux. Pour moi, les deux n'ont pas confiance en eux. C'est-à-dire que même les élèves très adaptés ont répondu à des exigences sans jamais écouter réellement à l'intérieur d'eux si ça résonnait, si ça résonnait pas. Et du coup, tout le monde est aliéné. C'est comme si on jetait du potentiel, mais des mégatonnes de potentiel à la poubelle tous les jours. Et il y a un énorme travail à faire pour que notre système éducatif soit plus un système de sélection basé sur le logico-mathématique, le langage, mais qu'ils prennent en compte l'intégralité du potentiel des êtres humains, à savoir le cœur, c'est-à-dire le cœur, il doit être dans l'éducation, le corps, la tête, la créativité aussi. Ken Robinson qui parle sans arrêt de la créativité. On a besoin de créativité, le monde va mal, on a besoin de pouvoir créer les métiers de demain qui vont répondre aux enjeux. Et donc, pour moi, il y a une grosse révolution à conduire et je veux bien, ceux qui ont des idées, qu'on conduise ensemble cette évolution, pas révolution. Caroline, tu as parlé un peu des messages ou enfin, qui vont du haut en bas, de bas en haut, mais il y a aussi un peu tout le transversal aujourd'hui qui est permis, enfin un peu et même beaucoup, qui est permis par les réseaux sociaux et la façon d'utiliser le web pour pouvoir échanger et partager. Ce lien entre ces compétences ou ces qualités qu'il faut avoir au moment où on est dans l'éducation ou dans le travail, nous, on le voit aussi dans la design school dans laquelle je travaille, parce que quand on publie sur le web des expériences de classe inversée, renversée, de travail collaboratif, où effectivement les bons élèves, entre guillemets, enfin ceux qu'on appelle les bons élèves, avec des bonnes notes, parce qu'ils sont tous bons en fait, mais ceux qui sont adaptés au système, ils sont en totale non-confiance quand on leur propose de travailler un peu différemment. Et ça, ces publications sur le web, ça interpelle les entreprises, parce qu'elles se disent, si des enseignants type Living School ou autres sont capables de mettre en énergie, je dirais, des élèves de cette manière-là, jusqu'à même produire des connaissances, parce qu'on leur fait faire produire des connaissances, eh bien, quid de l'entreprise, des managers, des experts, des collaborateurs et autres, qui pourraient aussi s'emparer de ces méthodes. Donc, il n'y a pas tant de différence que ça dans les problématiques et les solutions à proposer dans l'éducation et dans l'entreprise. Après, il y a l'entrepreneuriat, c'est-à-dire celui qui va créer son entreprise, donc le jeune entrepreneur ou la start-up de 2 ou 3 personnes, à voir jusqu'à un certain moment de sa croissance si elle va réussir à garder ce côté-là interactif ou si, victime un peu du succès de sa croissance, elle va repartir dans un système. Voilà, donc c'était aussi ces points que je trouve intéressants à partager, puisque la confiance, vous voyez, elle est à différents niveaux. Lisa, Manal, Christelle, Caroline, il nous reste encore un petit peu de temps, enfin quelques minutes. Oui, Christelle? Du coup, on a zappé une des questions que j'ai lues tout à l'heure. C'était, je vous la lis, c'est pas forcément que je vais y répondre, mais comme j'y ai accès, je vous la lis. C'est quelle est la différence entre compétence et potentiel? Et puis, il y avait une autre question qu'on n'a pas traitée non plus dans le chat, c'était comment garder sa confiance une fois acquise? Alors, différence entre compétence et potentiel qui s'y colle, donne sa réponse. Ma réponse à moi, c'est les compétences sont incluses dans le potentiel. Mais le potentiel, c'est tout, c'est nos qualités, c'est nos compétences, c'est tout ça, c'est vraiment tout. Et c'est pas que mental, c'est physique, affectif, intellectuel et créatif, intuitif, il y a tout ça. C'est énorme, c'est énorme. Merci. Caroline, Manal, je t'en prie.
Je trouve que pour la dernière question, comment garder sa confiance une fois acquise, je trouve que Lisa, tu y as super bien répondu tout Oui. à l'heure, c'est naturellement, c'est en s'entraînant. Si j'ai bien Ouais, compris, en tout à fait. s'entraînant, Oui. la confiance, une fois acquise, même si je pense qu'elle ne l'est jamais vraiment, en fait, on est Non, toujours, elle est on toujours peut toujours perfectible. exactement. C'est tout simplement en s'entraînant et en considérant qu'on doit toujours continuer à améliorer des choses et à s'entraîner surtout. Merci. Juste donc pour clôturer un peu cette table ronde qui n'est pas une table d'ailleurs, puisque ce sont plutôt des écrans, nous sommes par écran interposés. Si je vous demandais comme ça à l'improviste, en improvisant, de me trouver peut-être un synonyme. Un synonyme, ça peut être un mot, mais ça peut être deux mots ou une petite phrase de ce que pourrait être la confiance à la fin de cette notion de confiance, sachant que c'est très réducteur, mais si vous deviez comme ça, en remémorisant un peu ce qu'on vient d'échanger en 1 heure et quart, quel serait par exemple pour vous le synonyme le plus proche de la confiance? Manal. Moi, je pense que je dirais courage, parce qu'il ne faut pas avoir peur de voir ses défauts pour les améliorer. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans une entreprise en prenant le risque éventuellement d'échouer et ce qui signifie en plus par la suite réussir, parce que c'est parfois parce qu'on n'a pas réussi la première entreprise qu'on réussit la deuxième. Et donc tout ça demande du courage. Le courage. Merci Manal. Lisa? Moi, un mot qui me viendrait en tête spontanément, ce serait optimisme. Parce qu'il y avait justement cette balance entre le positif et le négatif. Et c'est justement l'optimisme qui va nous permettre de pallier à ces instincts primitifs liés au biais de négativité, justement. Donc, c'est le premier mot qui me viendrait spontanément en tête. Merci Lisa. Moi, je dirais Estelle? l'enthousiasme. Je fais un peu ma copieuse avec Lisa, mais l'enthousiasme pour cette notion d'élan, allez, on y va, on ose, quoi. C'est pas du copier-coller puisque ce sont des Non. synonymes, donc c'est normal qu'il y ait un lien. Peut-être que Caroline va nous prendre le contre-pied avec un autre mot. Caroline? Bon, moi, je vais répéter, marteler mes potentiels et j'ajouterais même infini. C'est-à-dire que je pense que nous ne sommes pas du tout suffisamment conscients de l'immensité de notre potentiel. Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Vous voyez, on est parfaitement dans les temps. Il nous reste 1 minute, 1 minute pour clôturer la table ronde. Donc, je vais l'utiliser, cette minute, pour déjà vous remercier toutes les quatre pour cet échange vraiment qui m'a beaucoup plu. Et sans parler des temps de préparation que nous avons eus ensemble au téléphone et les mois précédents. Donc, vraiment un très grand merci à vous quatre. Un merci aussi à Neila et Evelyne de l'équipe BPI France. C'est assez facile, mais je vais conclure comme ça, qui nous ont vraiment fait confiance, on va dire, en nous confiant avec une carte blanche cette table ronde et en nous donnant juste comme moteur ou comme élément la confiance. Voilà. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Je pense que l'événement Merci à toi. va continuer. Et j'espère bien même qu'il va continuer. Et c'est Neila qui devrait reprendre la main. Ou bien alors vous savez où vous connecter pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des événements proposés dans le cadre de cette journée. Voilà, donc l'événement a été enregistré, donc je pense qu'il y aura un lien pour réassister, réécouter et transmettre, contaminer les gens qui n'ont pas pu participer à cette réunion. Voilà, merci à toutes. Merci. Et Merci. pour cette table ronde. Beaucoup. Et bonne journée. Il reste encore des événements cet après-midi dans le cadre de la JOP. Merci. Donc nous avons imaginé pour ces journées des formats collaboratifs, des conférences renversées, interviews inversées, des pecha-kucha et des ateliers collaboratifs sur base de co-design. Ce type de méthode interactive permet aux participants de l'événement de partager à la fois dans les moments conviviaux, mais aussi lors des temps de conférences ou d'ateliers.
Alors aux Journées OPP, je suis venue en tant qu'intervenante pour travailler sur ce qu'on appelle une conférence inversée, qui est un format assez innovant où les intervenants sont les spectateurs de la conférence et les personnes qui sont dans la salle construisent cette conférence avec leurs propres idées. Et nous, en tant qu'intervenants, nous réagissons à ces idées. Ce que ça change, c'est que c'est plus vivant. Parce que vraiment, c'est assez inattendu, on ne sait pas quelles questions vont surgir. Et puis on est vraiment en fait, obligé d'aller chercher aussi ce qu'on ressent par rapport à la question. Donc c'est quelque chose qui est aussi plus authentique, je dirais, comme échange. Et puis ça mobilise vraiment l'intelligence collective de tout le monde, quoi. Alors, ces journées sont fantastiques parce qu'on rencontre des gens passionnants qui sont tous porteurs de projets ou qui travaillent auprès des entrepreneurs. Et encore une fois, c'est cette énergie, cet enthousiasme, cette passion qui se dégage des journées. Ce qui a été motivant lors de ces journées, c'était de voir l'engouement qu'il y avait autour de l'entrepreneuriat et toutes les choses qui allaient être mises en place durant l'année 2020, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, et puis de tous ces collectifs et associations qui s'engagent au quotidien pour justement rendre accessible l'entrepreneuriat pour tous. L'avantage de ces journées, c'est vraiment qu'on rencontre des gens qui ne viennent pas du tout de notre milieu professionnel, donc c'est super pour créer des liens et des nouveaux partenariats. Il y a ici tout l'écosystème entrepreneurial, des enseignants, des entrepreneurs, des associations, et c'est très important qu'on puisse tous se rencontrer pour avancer ensemble. Je pense que l'entrepreneuriat de demain, ce sera un entrepreneuriat qui, en tout cas je l'espère, prendra vraiment la notion de l'homme et du respect de la nature en son cœur. Je conseille vraiment à tous les jeunes étudiants entrepreneurs de venir à ces journées pour s'informer et s'inspirer autour de l'entrepreneuriat et de ce qui est possible de mettre en place pour développer son projet et concrétiser ses idées.